Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Alors que des classes prévoient de fermer partout en France à la rentrée prochaine, eh bien, des parents d'élèves haussent le ton. On leur donne la parole dans le Grand JT, c'est dans un instant. Focus sur la malédiction du cordon bleu, une BD qui parle de malbouffe et des produits alimentaires ultra transformés et bien sûr de leurs impacts. Son auteur sera avec nous par Skype. Enfin, ce sera l'heure de retrouver Guillaume Ouattara pour sa chronique. Alors que les élèves de terminale se frottent à Parcoursup en ce moment, Guillaume nous racontera comment on faisait avant, il y a très longtemps, pour s'orienter. Mais avant cela, on retrouve Guillaume Ouattara pour l'actualité en bref. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On commence ce JT avec des mesures pour empêcher l'accès des sites porno aux plus jeunes. Haro sur le porno, c'est une nouvelle qui va réjouir en tout cas les parents puisque Jean-Noël Barrot, le ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications, a annoncé ce week-end dans les colonnes du Parisien que le porno pour les mineurs en 2023, c'est fini. Il faut dire que jusqu'à présent, il suffisait de cliquer sur un bouton pour rentrer sur les sites pornographiques. La conséquence, c'est que la moyenne d'âge du premier porno visionné est de 11 ans en France. C'est très tôt, trop tôt. Et le ministre ne mâche pas ses mots, d'ailleurs, dans les colonnes du Parisien. Ce scandale, je compte bien y mettre fin, a-t-il détaillé. Je compte bien faire respecter la loi une bonne fois pour toutes. Alors la question qui demeure, c'est comment être sûr et certain que celles et ceux qui consomment du porno ont plus de 18 ans. Pour ça, le ministre a planché avec la CNIL et l'ARCOM pour la mise en place d'un certificat numérique de majorité. Affaire à suivre. Oui, parce qu'effectivement, il s'agissait juste de mettre qu'on avait 18 ans, alors que là, on va avoir un dispositif de sécurité beaucoup plus établi. On poursuit avec les cours de technologie supprimés en classe de 6e. Oui, fini les longues heures à faire des horloges miniatures avec des fers à souder, ou bien encore à décortiquer le fonctionnement des moteurs de voitures. Dès la rentrée de septembre 2023, Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, a annoncé la suppression pure et simple des cours de techno en 6e. Ça représentait 1 heure par semaine. Et Pape Ndiaye a expliqué que cette heure sera remplacée par du soutien scolaire en maths et en français. L'objectif, il est très simple, c'est de suivre sa feuille de route et de renforcer les acquis. Mais la décision, elle fait grincer des dents du côté des syndicats. Cette fois-ci, c'est la technologie. Peut-être que l'année prochaine, ce sera la physique-chimie. C'est ainsi agacé Christophe Lucas, professeur de technologie syndiqué au SNES FSU dans les colonnes de Sud-Ouest. La techno, c'est du concret pour les élèves. En 6e, on aborde par exemple l'utilisation d'Internet et ses travers, car ils le consomment, on en parlait tout à l'heure, mais ne savent pas du tout s'en servir. Voilà, des réactions assez virulentes, une décision qui n'est pas totalement comprise, mais Pape Ndiaye veut rassurer les enseignants en précisant qu'à partir de la classe de 5e, les cours de techno seront renforcés. Ce sera même plus renforcé, puisque comme il n'y en aura pas eu en 6e, en fait, ce sera le début. Voilà, ça va débuter. On termine avec une étude qui vient d'être dévoilée sur l'impact du Covid sur la scolarité des jeunes. 1/3 d'année scolaire, c'est en moyenne ce que les élèves ont perdu pendant la crise sanitaire, avec les confinements, les reconfinements, les cours à la maison, le visio. Bref, la crise sanitaire a impacté durablement le quotidien scolaire des élèves. Pour arriver à ce chiffre, ce sont des chercheurs du Centre de recherche sur les inégalités de Sciences Po et de l'université d'Oxford qui ont compilé plus d'une quarantaine d'études. Ce retard d'1/3 d'année scolaire, il s'est produit en fait dès le début de la crise sanitaire. Et il n'a été ni résorbé, ni aggravé par la suite. Le retard, il est d'ailleurs plus marqué en maths qu'en lecture, selon les résultats de cette enquête. Merci Guillaume. Alors, quid des fermetures de classes partout en France? Comment réagissent les parents? Comment réagissent aussi les élèves? On leur donne la parole, c'est tout de suite dans le Grand JT. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Mathilde Amon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes, je crois, en Bretagne. C'est pour ça que vous êtes par Skype. Et vous êtes la maman d'élèves et membre de l'amicale laïque de l'école de Ploumillot, donc qui se trouve dans les Côtes-d'Armor. Merci d'être là. On va parler aussi avec Laurent Zamekowski, un habitué du plateau du Grand JT, vice-président de la PEP. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors Mathilde, je me tourne tout d'abord évidemment vers vous. Je suis aussi maman, je crois que Laurent aussi, et papa, pas maman, et papa. Mais donc concerné, bien entendu. Vous êtes une maman d'élèves scolarisés dans les Côtes-d'Armor à Ploumillot et avec d'autres parents d'élèves. Cela fait des jours que vous vous mobilisez, que vous vous battez tout simplement. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui se passe?
Alors, depuis le 17 janvier, nous avons donc reçu l'annonce par la visite de notre inspecteur d'académie de la fermeture d'une classe concernant notre école Francis Allais à Ploumillot. Classe qui avait déjà été menacée l'an dernier. Il avait donc été abandonné ce projet de suppression de classe parce que nous mettions en place une nouvelle direction. Cette année, la menace est donc mise à exécution puisque nous venons de recevoir le message de l'Académie comme quoi nous faisions partie des 47 postes touchés par la suppression d'un enseignant. Sur donc une école qui comptabilise actuellement 138 élèves, avec 40 élèves qui nécessitent des besoins particuliers. On entend par besoins particuliers ces enfants qu'on a classés comme des enfants atypiques, les enfants en difficulté scolaire ou rencontrant des difficultés de forme 10, d'hyperactivité, d'atypicité d'apprentissage. Avec chez nous, pour le moment, 3 AESH, 11 suivis sociaux, 3 PPRE, 10 prises en charge par les psychologues. Autant vous dire que si l'on fait le calcul, 138 élèves, 40 élèves qui nécessitent des prises en charge particulières, on peut parler que nous ne sommes plus sur des enfants simplement atypiques. Leur nombre grandissant sur les bancs de l'école prouve bien que non seulement nous avons besoin de plus d'enseignement, mais surtout que l'éducation nationale se reforme autour de ces difficultés que nous rencontrons dans l'éducation nationale. Alors Mathilde Hamon, pour bien comprendre, évidemment, on va détailler tout ce que vous nous avez dit. La première chose, on parle bien d'une classe qui ferme, mais pas d'une école, c'est ça? L'école compte 138 élèves? C'est ça. D'accord. La classe, elle est de combien d'élèves a priori aujourd'hui? Vous le savez? Alors, on ne sait pas encore quelle classe va être touchée. On aurait tendance à penser qu'effectivement, ce seront certainement les plus petits qui seront touchés, qu'ils le sont déjà actuellement, puisque nous avons une enseignante absente depuis plus d'1 mois qui n'est pas remplacée. Pourtant, les absences de plus de 15 jours sont censées être remplacées normalement par l'éducation nationale. Qu'est-ce qui est invoqué Non, alors non. Immédiatement. Laurence Zamagowski. En primaire, c'est immédiat. C'est en secondaire où c'est plus de 15 jours. Mais en primaire, c'est immédiat. Et là, en l'occurrence, on parle d'une école primaire, Mathilde Hamon? Oui, tout à fait. Et alors, qu'est-ce qui est invoqué? Pourquoi? Alors, on est sur les petites sections. D'accord, petite section. Cela veut dire que donc, en fait, depuis 1 mois, c'est les parents qui, au jour le jour, s'organisent pour pouvoir s'occuper des enfants les uns les autres, pour pouvoir faire classe à la maison. Comment ça se passe concrètement? Alors concrètement, non. Les élèves sont dispatchés dans des classes supérieures, donc plutôt vers la moyenne section et le CP. Ça veut dire que l'enseignante doit du coup faire avec un effectif qui peut dépasser largement les 36 élèves si les parents ne sont pas en mesure de conserver leurs enfants à la maison. Oh, mais 36 élèves, Laurence Zamagowski, enfin, c'est injouable. C'est-à-dire que déjà, une classe de 28 ou 30 élèves, on dit que c'est beaucoup trop pour les enseignants, mais aussi pour les élèves, tout simplement. Les parents hurlent, non, de votre côté? En effet, effectivement, le process, lorsqu'on n'a pas d'enseignant pour faire le remplacement immédiat, puisque dans le primaire, je le répète, le remplacement doit être immédiat. Donc normalement, il y a des remplaçants qui sont prévus pour ça dans chaque circonscription. Et quand il manque, et bien justement, c'est ce système de ventilation des élèves dans les autres niveaux. L'idée, c'est de répartir de manière uniforme dans tous les niveaux. Vous comprenez bien qu'effectivement, un élève qui va se retrouver, par exemple, là on parle de petite section de maternelle, dans une classe avec des plus grands, c'est pas forcément non plus très facile. Après, les enseignants sont habitués quand même à gérer des différents niveaux. Et c'est la raison aussi pour laquelle, lorsqu'il y a une suppression de classe, c'est pas indiquer quelle classe en tant que telle. C'est-à-dire qu'en fait, on va supprimer une classe par rapport au projet de répartition d'école qui va être fait dans l'école par le directeur de l'école avec l'équipe pédagogique. Donc ils vont voir, c'est pour ça qu'on se retrouve des fois avec des doubles, voire des triples niveaux, ce qui est quand même pas forcément très simple, mais c'est ce qui permet de répartir un peu la charge de manière à ce qu'on ne dépasse pas, on ne se retrouve pas effectivement avec des classes de 36, ce qui est totalement ingérable. Une classe de 36 élèves, effectivement, hyper ingérable, d'autant plus que vous disiez à peu près, si j'ai bien compris, 40 à 50% des élèves, en tout cas 40% des élèves, ont besoin d'être accompagnés, d'avoir des AESH en l'occurrence, ou des personnes qui sont à côté d'eux, puisque ce sont des enfants qui sont 10 pour la plupart, dysprasiques, dyslexiques ou autres. Donc c'est vraiment un accompagnement nécessaire. Comment vous vous sentez écouté ou pas? C'est-à-dire que l'inspecteur de l'académie dit quoi quand vous leur dites « mais attendez, on ne peut pas rester dans cette situation-là »
Nous nous sommes déplacés donc mardi dernier avec les élus de notre commune et moi-même, présenter et défendre notre dossier auprès de l'inspection académique de Saint-Brieuc, où je crois plus de 160 personnes venaient représenter les écoles touchées par les Côtes d'Armor, parce qu'il faut savoir quand même que les Côtes d'Armor et plus particulièrement le monde rural payent un lourd tribut à cette nouvelle carte scolaire de 2023 avec 47 classes fermées, dont la décision prend cette fermeture. Alors on a été relativement très bien écoutés, hein. La prise de note de nos desiderata a été réellement formulée. Est-ce qu'ils apprécient clairement ce que représente pour nous 40 élèves sur 138? C'est notre cas à Plougneau, mais je pense que c'est le cas plus largement dans beaucoup d'écoles. On est ensuite post-Covid à 2 ans et demi. Ça va plus largement presque que ces 40 enfants qu'on pointe aujourd'hui, nous, dans notre école. L'ensemble des enseignants de la petite section dénotent aujourd'hui un grand retard de langage sur les enfants qui rentrent à l'école aujourd'hui. On peut vraiment parler maintenant de zones rurales d'éducation prioritaire. Alors, ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que qui dit plus d'élèves dit forcément impact sur l'apprentissage. On ne peut pas, une classe de 36 élèves, vous l'avez dit, Laurence Zamekowski. Enfin, comment est-ce possible qu'on puisse être dans les meilleures conditions possibles d'apprentissage alors que même aujourd'hui, on dénonce les problèmes de savoirs fondamentaux à l'école et les problèmes de niveau d'élèves qui sont déjà, dès le départ, qu'on le ressent, parce qu'on a eu le dédoublement des classes, par exemple, de CP, CE1, etc. Donc ça, on le voit petit à petit, ça que très tôt, ça commence, même pour les petites classes. Alors déjà, les engagements depuis la rentrée de septembre est que les classes de grande section maternelle, CP et CE1, sont capées à 24. Malheureusement, sur le terrain, dans la réalité, on est encore loin d'y arriver. Bah là, on est à 36 dans les Côtes d'Armor. Alors après, j'espère que c'est pas toujours comme ça, mais surtout, on a déjà un premier problème, c'est d'avoir des enseignants pour pouvoir, parce que s'ils en avaient, ils les mettraient, et malheureusement, ils les ont pas. Après, la question aussi des fermetures de classe, elle est liée aussi à la démographie. Et oui, c'est l'argument avancé, effectivement, c'est la baisse de la démographie. C'est un fait. Par exemple, nous, on est ici dans les Hauts-de-Seine. Et dans les Hauts-de-Seine, on est à plus d'une centaine de classes qui vont être supprimées à la rentrée. Donc, c'est des zones notamment... Et puis après, ça dépend beaucoup des zones. Il y a des zones qui vont progresser, d'autres qui vont régresser. Et effectivement, l'éducation nationale est obligée de récupérer des moyens dans certains endroits pour pouvoir les réallouer ailleurs où ça augmente. Notamment, on a vu que suite à la période de Covid, beaucoup de gens ont commencé à fuir les centres-villes et les zones urbaines. Et il faut aussi dire une chose, c'est que dans le monde rural, en théorie, enfin en tout cas dans la ruralité, la question de la fermeture de classe, elle est censée aussi être avalisée par le maire. Donc il y a quand même des discussions qui sont faites avec les municipalités, et les municipalités, elles ont un double rôle. Première chose, c'est elles qui affectent les élèves dans les écoles. Donc quand on se retrouve avec des écoles qui sont déséquilibrées, on le voit dans la carte scolaire, dans les mesures de fermeture et d'ouverture, on voit que tout d'un coup une école se retrouve avec plus d'élèves et une autre avec moins d'élèves. Donc évidemment, il y a des parents, pour des raisons géographiques tout à fait compréhensibles, qui demandent, mais on se retrouve avec ce déséquilibre et ces mouvements d'une école sur une autre. D'autant qu'au manque de chauffeurs de cars scolaires, c'est pas rien. On a l'impression que c'est un détail, mais pas du tout, parce que lorsqu'effectivement on parle de zone rurale, il y a aussi ça. Non seulement on a une pénurie d'enseignants, mais une pénurie de tous ceux qui font aussi marcher l'enseignement. C'est la raison pour laquelle, normalement, dans le monde rural, on ne ferme pas une classe sans justement l'accord de la municipalité. Donc on se renvoie la balle. Inspection académique comme communauté de communes en fait, en gros. Hein, la balle, c'est les parents en général et les enfants. Ah, la balle, oui, il y a la balle, ceux qui se la prennent. Hein. Nous, on est baladé entre les deux, entre d'un côté la municipalité qui a un discours et de l'autre côté l'éducation nationale qui a un discours. Et au milieu, on a nous, les parents, qui essayons de faire en sorte de préserver justement les classes, comme Madame le dit, ce qui est tout à fait normal, parce que ce qu'on veut, c'est que nos enfants puissent étudier de manière la plus sereine possible, dans les meilleures conditions possibles. Et donc, quand on se retrouve un petit peu pris en étau entre les deux, entre chacun qui se renvoie la balle, justement, et on est complètement perdu, et c'est vraiment pas facile pour les parents. Oui, parce qu'on le disait, c'est pas la même chose en fonction des degrés. C'est-à-dire qu'en fait, c'est effectivement le maire qui s'occupe de l'école primaire, puis les départements des collèges, et après les régions des lycées. Donc en fonction, effectivement, s'organise politiquement la situation. Sauf qu'on se retrouve, effectivement, Mathilde Lamont, comme vous le dites si bien, dans une situation absolument terrible. Reparlons de ces enfants aussi qui nécessitent, si je puis dire, un peu plus d'aide, un peu plus d'accompagnement et qui ont vraiment besoin d'être pris en charge. Qu'est-ce que vous dit, effectivement, l'inspecteur, enfin le DAZEN, la direction de l'académie, c'est-à-dire que, est-ce qu'ils vous disent ne vous inquiétez pas, on va répartir les enfants dans d'autres écoles où seront également présents les AESH, qu'on appelait les AVS à l'époque, ou est-ce qu'ils n'ont pas de réponse non plus apportée à ça, ils vous laissent dans le flou?
On n'a aucune réponse. On est écouté, mais on n'a aucune solution, ni d'ailleurs même raison sur ce qui nous vise en termes de fermeture. Malgré le soutien de notre maire, malgré le soutien de notre député des Côtes-d'Armor, on a fait jouer beaucoup de nos connaissances, dont Francis Allais, qui est parrain de notre école également, avec des chiffres à l'appui. Moi-même, maman d'enfants 10, il y a d'autres problématiques dans la ruralité qui s'ajoutent à la problématique d'avoir des écoles qui soient en capacité d'accueillir et d'accompagner nos enfants. C'est qu'en ruralité, nous ne disposons pas assez d'orthophonistes, de psychologues, de logicomates, toutes ces professions dont nos enfants ont besoin. Je prends l'exemple de ma propre fille. Voilà plus d'1 an qu'elle attend la poursuite de son suivi orthophoniste parce qu'elle est sur liste d'attente. Et ces listes d'attente conduisent les parents à attendre 6 mois à 1 an, voire plus, l'accompagnement de leurs enfants en dehors du cadre scolaire, ce qui nécessite pour le coup, à nos enseignants de s'adapter aussi à ce manquement extérieur dans nos zones rurales. Pourquoi, selon vous, et là c'est plus une question de maman à maman, mais pourquoi, selon vous, effectivement, les orthophonistes et tous ceux qui sont dans les métiers médicaux ou paramédicaux ne s'installent pas dans les zones rurales? Est-ce que le prix des consultations sont pas assez élevés pour que ce soit intéressant pour eux? Est-ce qu'ils sont happés déjà parce qu'il y a un énorme besoin aussi dans les zones beaucoup plus urbaines? Quelle est la situation selon vous? Parce que ça paraît étonnant. On a tous envie de changer de vie, notamment depuis le Covid. C'est ça, alors que ce soit en zone rurale ou en zone plus... en ville, leur problème est la même, c'est qu'il y a une forte demande et une forte progression de cette demande des enfants. C'est pour ça qu'on alerte aussi l'éducation nationale sur le fait que ce ne sont pas des enfants de niche, ce sont effectivement des besoins, des enfants qui ont des besoins plus importants. Ils n'ont de singulier que la manière d'être au monde différente de la norme, différente de cette échelle scolaire dans laquelle le gouvernement place ses espoirs. Mais au final, clairement, c'est une pénurie que nous avons sur tout le territoire. Alors on sait aussi que le Covid a aggravé la situation parce que nombre de ces professions n'ont pas pu continuer leur métier et ont parfois même cessé d'être actifs à ce domaine-là. Mais clairement, c'est un problème national. En fait, je voulais faire un comparatif, si vous le voulez, entre les problèmes aussi que rencontrent les enseignants, en l'occurrence sur le salaire, et qui peuvent rencontrer aussi les personnes, tout simplement, le personnel de santé. Et c'est vrai qu'on voit que c'est joint. En l'occurrence, on parle de vos enfants, dont votre fille qui a besoin d'être accompagnée par une AESH. Il manque des orthophonistes. D'ailleurs, si vous écoutez l'émission, tant mieux. Si ça vous intéresse, allez-y. Dans les Côtes-d'Armor, c'est le moment où jamais. Il y a du boulot, il y a des places à prendre. Eh bien, on voit bien que tout d'un coup, tout est fait, on a l'impression, dans la société, pour que ça dysfonctionne. C'est-à-dire qu'un coup, il n'y a pas de professeurs, donc il y a des classes qui éclatent. Comme les classes éclatent, tout d'un coup, le niveau, forcément, n'arrive pas là où il devrait être. Tous ces enfants qui ont besoin d'être accompagnés ne le sont pas parce que les personnels de santé ne sont pas aussi là parce qu'ils sont mal payés. Enfin bref, c'est tout un écosystème qui ne fonctionne pas. Est-ce que c'est un peu l'avis que vous avez, Laurent Zamegowski? Nous, on alerte sur ce problème-là depuis plus de 20 ans. Même peut-être encore plus. Pourquoi vous n'êtes pas écouté? Parce qu'au fur et à mesure, quelque part, on a été d'une certaine manière écouté. Chaque gouvernement a essayé de prendre des mesures, mais malheureusement, elles se sont révélées inefficaces. Et on le voit, c'est quelque chose qui remonte à plusieurs décennies. C'est une lente décrépitude, d'une certaine manière, et qui, au fur et à mesure des crises et des situations, s'accélère. Effectivement, la crise du Covid a mis tout en exergue et a accéléré cette dynamique. Et on le voit, effectivement, les orthophonistes, il n'y en a pas non plus en zone urbaine. Je veux dire, aujourd'hui, il y a un délai très long. Ça manque aussi, oui. Voilà, alors par contre, je veux dire un truc important, c'est pour des situations, justement, par exemple, comme les 10, les enfants et moi-même sommes d'ailleurs concernés, on peut donc rencontrer le médecin scolaire pour mettre en place ce qu'on appelle un plan d'accompagnement personnalisé. C'est pas l'idéal, on est encore loin de ce qu'il faudrait faire, mais en tout cas, c'est une première étape qui permet justement
de dire à l'enseignant, voilà, il faut adapter les choses pour que l'enfant puisse justement... oui, mais quel poids sur l'enseignant qui, par exemple, dans les Côtes d'Armor, a 36 enfants, dont peut-être 5 nouveaux enfants qui seront 10, qui sont absolument charmants, c'est pas le sujet, mais qui ont besoin d'un accompagnement spécifique, donc aussi une formation Alors spécifique. justement, l'éducation nationale, et notamment le directeur académique, au vu des éléments, si les éléments factuels par rapport justement aux effectifs des classes et par rapport aussi aux situations particulières, mais ça peut être donc lié aux élèves, mais ça peut être aussi lié aux locaux, enfin il y a un certain nombre de choses qui doivent être prises en compte. Au départ, la direction académique, elle a une vision dans le primaire de manière très comptable, en fait, c'est ce qu'on appelle le E sur C, le nombre d'élèves par classe, qui en gros, vous prenez le nombre d'élèves dans tout l'établissement et vous faites une division. Ce n'est pas une répartition, parce que chaque établissement, chaque directeur d'école va faire sa répartition avec l'équipe pédagogique. Donc on est sur quelque chose de très comptable, puisque c'est la mairie qui affecte les élèves. Après, une fois que ceci a été dit, il y a des réunions, notamment pour la carte scolaire, qui ont eu lieu là, fin janvier, notamment. Chaque année, elle est faite, la carte scolaire, bien sûr. Hein, ouais. Chaque fois, on va réallouer les moyens, parce qu'il y aura moins d'élèves dans un endroit et plus dans un autre. L'éducation nationale a des modèles qui souvent aussi sont divergents de ce que nous, on peut éventuellement penser ou de ce qu'on peut voir au niveau des mairies. Et donc, dans certains cas, ça marche, dans certains cas, ça marche moins bien. Aussi, on constate aussi dans certains cas qu'il y a des fois des classes qui sont maintenues et qui ferment à la rentrée. Parce qu'il faut savoir qu'il y a trois périodes. La période actuelle, où on a les premières mesures de carte scolaire qui vont être présentées en conseil départemental de l'éducation nationale. D'accord. Après, on va avoir un ajustement qui aura lieu au mois de juin et un dernier ajustement qui aura lieu en septembre. Et vous imaginez ce qui se passe quand vous faites votre entrée dans une classe et que tout d'un coup, la classe est supprimée parce qu'il n'y a pas assez d'élèves. Ça aussi. Donc ça, c'est assez compliqué parce que d'un côté, nous, on se bat pour que les classes ne ferment pas. Parce que bien évidemment, c'est hyper important pour nos enfants justement d'avoir ce confort et que justement, on nous a promis des classes capées à 24, notamment, je le répète, en grande section CP et CE1. Et de l'autre côté, effectivement, si les prévisions finalement se révèlent en défaveur par rapport à ça, et qu'on se retrouve à devoir fermer en septembre une classe, après des fois 15 jours ou 3 semaines avec un enseignant, c'est aussi très gênant pour nos enfants, vous comprenez bien. Évidemment. Écoutez, en tout cas, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage, Mathilde Amont, et puis tous ceux qui nous regardent, qui nous suivent et qui vivent le même problème, parce que le problème se pose partout en France. Des centaines et des centaines de classes ont déjà fermé ou vont fermer dans les prochains mois. Donc, je suis de tout cœur avec vous. Quand on a préparé l'émission, vous nous avez raconté les dizaines de rendez-vous que vous avez essayé d'avoir, que vous avez eu, les pétitions, les papiers, les lettres, les manifestations. Enfin, tout ça, c'est lourd aussi pour vous. C'est vraiment très lourd quand on est parent, quand on a des jobs. Donc, courage à vous. Et j'espère que vous arriverez à trouver la solution avec l'inspecteur de l'académie et tout le département. Merci d'avoir été avec nous, Mathilde Amont. Merci beaucoup Laurent Zamekowski pour toutes ces précisions et pouvoir comprendre davantage comment fonctionnent ces ouvertures et fermetures de classes et d'écoles. C'est notamment ce que font les fédérations de parents d'élèves, c'est pour ça qu'on est là justement. Et justement j'invite Madame Amont à nous rejoindre et venir participer à l'effort commun et pouvoir mettre en commun nos ressources pour mieux comprendre et mieux agir. Là, je crois que c'est vous qui devez y aller, là, parce que là, je crois que c'est elle qui a besoin de vous. Je crois que si vous prenez le train et hop, dans les Côtes d'Armor. J'adore les Côtes d'Armor, en plus. Exactement. Merci beaucoup, en tout cas, à vous deux. Allez, on marque une courte pause sur Scoop TV, on se retrouve. Tous les matins, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous propose des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. Vous venez de le dire, on parle d'intégration. Là, aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est que l'inclusion se mette en place réellement. Parents, profs, élèves, élus, Patrice Boisfer vous donne la parole chaque jour dans le MAG pour aborder une thématique clé de l'éducation. L'idée, c'était de dire, vous pouvez le faire, c'est une volonté. Chaque jour, faites bouger le monde de l'éducation dans l'école du futur. Avec ses invités, Marjorie Paillon inspire vos enfants et les guide vers les métiers de demain. Le goût de l'effort qui est absolument nécessaire de développer chez un enfant, on peut le proposer avec un outil numérique. Tous les soirs dans le Grand JT, Virginie Guillaume débriefe de l'actualité du jour.
Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Et j'espère qu'un jour, on y arrivera le jour où on aura suffisamment un parcours de citoyenneté solide et qu'on aura donné aux jeunes de 16 ans la capacité de voter avec tous les outils dont ils ont besoin. Chaque semaine, Malika Ménard reçoit une personnalité qui se confie sur ses souvenirs d'écolier et sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. En réalité, ça va être des ordinateurs, des tablettes, du numérique. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le grand JT de l'éducation, je suis ravie d'accueillir Vrob. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Mais je suis ravie, c'est nous qui sommes honorés. Vous êtes auteur et illustrateur, et bien c'est pas commun de cumuler les deux talents. Félicitations déjà pour ça. On découvre la malédiction du cordon bleu ou comment Big Food maltraite nos aliments et malmène notre santé. Une super BD absolument géniale pour comprendre évidemment ce qu'est la grande distrib et surtout ce qu'on a dans nos assiettes finalement. On y découvre un homme transformé en un cordon bleu qui prend à partie un consommateur dans un supermarché et tire la sonnette d'alarme sur le danger des produits alimentaires transformés et par extension ce qu'on appelle clairement la malbouffe. Au moins c'est très parlant la malbouffe parce qu'elle existe. Certains disent mais non c'est du complot etc. Non, faux. Un aliment ultra transformé, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est ? Alors, un aliment ultra transformé, on peut surtout le reconnaître dans les rayons de supermarché. Souvent, c'est un produit qui va avoir un marketing assez prononcé. On va dire que c'est bon pour la santé, on va dire que c'est enrichi en fibres ou en vitamines. Donc ça, c'est un premier signe quand on est consommateur, quand on est devant les rayons. Il faut savoir que quand on retourne la boîte, souvent, il y a une très longue liste d'ingrédients. Donc ça, c'est aussi un signe que c'est ultra transformé. Surtout, en fait, il va y avoir des additifs et puis aussi, ça va être des produits qui vont être complètement déstructuré, qui ne ressemble plus du tout à l'aliment d'origine et qui va être complètement recomposé, quasiment à l'échelle moléculaire, ce qui fait que quand on va l'avoir en bouche, ça va être quelque chose de presque pré-mâché. Et donc ça va empêcher en fait d'avoir la sensation de faim qui va être comblée, ce qui peut engendrer en fait une sensation de faim non comblée. Et donc on va vouloir manger assez rapidement d'autres aliments, peut-être le même. Mais comme c'est en plus, il y a souvent du sucre qui est ajouté, et puis ce sont des produits qui sont souvent pas chers à produire, donc pas cher au moment de l'achat. Et c'est ce qui est problématique parce qu'au final, on a tendance à vouloir, en tant que consommateur, vouloir en prendre un peu plus. Et ça peut donner des maladies sur le moyen terme, comme le diabète. Et donc, voilà, c'est un peu la problématique avec ces aliments-là, qu'on retrouve beaucoup dans les rayons du supermarché. Bien entendu. Alors évidemment, des maladies, une mauvaise, tout simplement, hygiène de vie et puis surtout ne pas reconnaître ce que sont simplement des produits frais et bons aussi à manger, à déguster tout simplement, en dehors simplement de la santé et de l'hygiène. Quand vous me parlez de ça et du fameux cordon bleu, puisque c'est le nom de la BD et ce que vous évoquez, ça me fait aussi penser à cette grande chaîne de burgers pour qui il y avait, alors je ne sais pas si c'est un mythe ou pas, en soi-disant il y avait des additifs à l'intérieur des burgers, des anti-vomitifs, carrément. Est-ce qu'on peut aussi penser à cela? C'est-à-dire que ce qui est émané, on en parlait déjà dans les années 90, et aujourd'hui, c'est toujours le cas. On se dit, en fait, mais qu'est-ce qu'on mange, quoi? Qu'est-ce que c'est? Les fameux nuggets, etc. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oui, ça peut. Je ne sais pas si c'est je pense que c'est un peu une légende urbaine, mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'il y a plein de choses à l'intérieur qui ne devraient pas y être si on voulait. Si on cuisinait le même aliment chez soi, on diviserait souvent par 3, par 4 la liste d'ingrédients et on reviendrait à l'essentiel,
qui serait en plus bien plus nutritif pour le corps, et on n'aurait plus cette sensation de faim serait bien comblée, on aurait assez de nutriments, pour le portefeuille ce serait bien mieux aussi. Alors le problème de faire à manger soi-même, c'est qu'il faut du temps, et aujourd'hui beaucoup de gens n'ont pas forcément le temps, donc l'idée c'est quand même d'un point de vue industriel, c'est de demander aux industriels de faire mieux que ce qu'ils font actuellement, globalement. Alors, il y en a qui font les choses bien, mais quand même, sur les aliments ultra transformés, il faudrait revenir à l'essentiel. Et dans la mesure où on sait que l'industrie a les moyens de faire ça, on pourrait améliorer la santé, en tout cas, des gens. Rob, vous dites aujourd'hui on n'a pas le temps, mais enfin, excusez-moi, mais avant non plus, on n'avait pas le temps. Nos parents et grands-parents travaillaient aussi beaucoup et n'avaient pas le temps, et pour autant, ils n'avaient pas accès à cela. Est-ce que c'est plutôt à l'inverse? C'est-à-dire que maintenant qu'on a accès à ça, on se dit c'est un gain de temps, effectivement, et donc on va vers ce qui, en 2 minutes, on en retire le film de la barquette, on le met au micro-ondes et basta. C'est sûr que le fait d'avoir mis en accès ce genre de nourriture, ça a façonné un petit peu le style de vie. Il se trouve que je pense que c'est plus difficile du coup de revenir en arrière pour, par exemple, je ne sais pas, il y a des personnes qui vont travailler très tard le soir, jusqu'à assez tard, rentrer tard le soir. C'est sûr qu'on n'a pas trop envie de se faire à manger à ce moment-là. Si on peut le faire en amont, préparer ses plats pour la semaine, c'est très bien, il vaut mieux faire ça. Mais des fois, je pense qu'il y a beaucoup de personnes pour qui c'est compliqué. Et c'est là où ce serait intéressant d'avoir quand même peut-être des aliments qui soient faciles même si c'est pour mettre au micro-ondes à faire réchauffer, mais qui soient quand même de bonne qualité. Maintenant, encore une fois, évidemment, cuisiner soi-même avec des ingrédients primaires, c'est ce qu'il y a de mieux pour la santé. Et puis il y a une fausse idée aussi, c'est que les bons aliments, finalement, les aliments bio, ou en tout cas qui soient de bonne qualité et sains et naturels, sont les aliments chers. Or maintenant, ça y est, je crois qu'on peut aussi réussir à faire son marché et acheter des choses simples et pas forcément chères. Vous avez un passé de pharmacien, si je ne me trompe pas. Ça vous a forcément aidé et motivé pour l'écriture de cette bande dessinée ? Ah oui, tout à fait, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que quand j'exerçais en tant que pharmacien au comptoir, déjà j'avais quand même beaucoup de malades de diabète, pour prendre juste le diabète, mais c'est vrai qu'il y a d'autres maladies qui peuvent survenir à cause de la malbouffe. Et je n'avais pas cette notion d'aliments ultra transformés à ce moment-là, et je me suis dit, à l'époque, j'aurais bien aimé avoir cette notion parce que j'aurais pu un peu mieux expliquer aux gens que justement la malbouffe et le côté sucré, en fait le sucre qu'on va absorber n'est pas forcément juste les bonbons ou des chocolats un peu sucrés, c'est aussi des sucres qui sont cachés dans ce genre d'aliments, et que c'est pas juste la malbouffe, c'est pas juste des chaînes de hamburgers, de fast-food, ce genre de choses. Et donc aujourd'hui, soigner en plus des médicaments, ça passe aussi par l'alimentation. Il y a des précautions à prendre, des règles d'hygiène à suivre pour être en meilleure santé possible. Donc oui, clairement, ça m'a amené à vachement me questionner sur ça, et ça m'a beaucoup intéressé aussi parce que voilà, la nutrition, on en parle pas tant que ça. Enfin, dans nos études même, on le voit pas beaucoup. Donc je pense que c'est une bonne chose que ce soit un petit peu plus répandu, qu'il faut diffuser du moins l'information le plus large possible. Et puis après, qui veut se renseigner un peu plus, approfondir le sujet, lire d'autres ouvrages. Alors on en parle quand même beaucoup maintenant chez nos confrères, et ici évidemment sur School TV, notamment avec la cantine qui se veut de plus en plus de qualité. En tout cas, on essaie, les directeurs d'établissement se battent pour ça. Quand j'ai lu La malédiction du cordon bleu, ou comment Big Food maltraite nos aliments et malmène notre santé, je rappelle que c'est aux éditions Thierry Soucard, ce qui m'a interpellée, c'est là, ici, juste derrière la couve. Prenez plutôt celui-ci, il est bien moins cher et vous voyez comme la boîte est jolie. C'est l'impact aussi qui est très impressionnant sur le côté marketing et pub qu'on retrouve évidemment dans les supermarchés. Ah oui, tout à fait. C'est la première chose qu'on voit, c'est la boîte. Qu'est-ce qui va faire acheter de produits
qui semble être qui semble être le même aliment, c'est les couleurs, c'est la typo, c'est potentiellement pour les enfants la mascotte, parce que ça c'est un truc qu'on oublie beaucoup, mais chez nous, la présence de mascottes pour telle ou telle marque de céréales, par exemple, ça a une influence énorme sur l'achat en fait, de ces produits-là et de la demande de la part des enfants. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est en Amérique du Sud, je ne sais plus quel pays, c'est peut-être le Brésil ou le Mexique, ils ont interdit normalement ce genre de mascotte. Et ça, c'est très bien parce qu'en fait, l'impact marketing déjà est fort sur les adultes pour plein de choses différentes. Moi-même, je peux être sensible à certains marketing, mais ce qui est le plus insidieux, c'est le fait de cibler les enfants et qui vont ensuite demander aux parents d'acheter ce genre de choses qui sont vraiment des produits qui sont pas du tout bons pour leur santé. Et qui peuvent pour la santé, après, c'est ça, ni bon pour le goût, tout simplement, parce qu'on peut se le dire clairement, un cordon bleu, c'est pas possible, quoi. C'est imbouffable. Donc il faut quand même expliquer à tout le monde que ça prendra 2 minutes de plus, mais qu'on fera des très bons petits plats. Lisez et relisez cette BD, qui est vachement sympa. Les personnages sont fous, loufoques, très engagés, drôles. On y découvre aussi des choses, peut-être qu'on savait déjà, ou en tout cas qu'on imaginait, puisqu'on ignore aussi. C'est à la fois un sujet sérieux et en même temps beaucoup d'humour dans cette BD, La malédiction du cordon bleu, écrite et illustrée par Vrob, qui est avec nous dans le Grand JT. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup. Alors, on va continuer le Grand JT, évidemment, et on va retrouver Guillaume Ouattara pour sa chronique. Alors, une fois n'est pas coutume, puisqu'on va parler de Parcoursup, le conseil éthique et scientifique de la plateforme vient de transmettre son rapport annuel au Parlement. Oui, c'était l'une des mesures phares de la loi ORE, orientation et réussite des étudiants. Faire des points d'étape annuels sur le fonctionnement de Parcoursup via la mise en place, effectivement, de ce comité éthique et scientifique. Et il vient de rendre son rapport pour l'année 2022. Le rapport, il est plutôt conciliant, on va pas se mentir, avec la plateforme. Il n'y a pas de grosses critiques, puisque Gilles Roussel, son président, écrit que Parcoursup n'est pas responsable de tout. C'est vrai qu'on entend souvent des critiques sur le fonctionnement encore opaque, les algorithmes, notamment les algorithmes locaux. Eh bien, ce qu'explique ce rapport, eh bien, c'est que Parcoursup ne fait pas n'importe quoi. Il y a derrière des décisions qui sont prises directement par les établissements. Voilà de quoi rassurer les élèves et leurs familles. Et puis l'autre décision qui risque de faire parler, c'est le retour un peu plus précoce à la hiérarchisation des vœux, qui n'est pas sans rappeler à la plateforme APB qui avait été beaucoup décriée. Alors, avant Parcoursup, justement, comment faisait-on pour intégrer les universités ? Allez, j'ai parlé du mot-clé APB, mais on va prendre un peu de hauteur et je vous propose qu'on voyage au XIIe siècle, au Moyen-Âge, puisque si l'on veut s'intéresser au fonctionnement des universités, il faut remonter à cette période où l'on voit apparaître les prémices des universités à Paris et à Montpellier notamment. Alors à l'époque, pas de lettre de motivation, pas de plateforme en ligne pour l'affectation. Pour être étudiant, il y a un critère principal, il faut être un homme et qui plus est célibataire, puisqu'on rentre un peu dans le clergé à l'époque. Les enseignements, ils sont théologiques, religieux, on enseigne également la dialectique et les élèves à l'époque, ils n'ont pas beaucoup de sous, ça n'a pas changé par rapport à la période habituelle, ils vivent de bourses qui sont versées par le clergé. C'est un système qui est profondément inégalitaire évidemment, puisque tout le monde n'a pas accès à l'université. À l'époque, pas de Parcoursup, c'est des cooptations dans des formes de fraternité qu'on appelle des collèges. Si on fait un point sur les chiffres, en 1789, alors que s'ouvre la Révolution française, on compte 22 universités et on y entre, tenez-vous bien, à l'âge de 10 ans. On ne fait pas de distinguo entre l'université et l'enseignement secondaire. À l'époque, on fait d'abord sa fac des arts, la faculté des arts, dont on sort diplômé vers les 18 ans. Et puis si on décide de continuer, on va dans une fac de droit, de théologie ou de médecine. Mais heureusement, et notamment pour les femmes, la Révolution française va mettre fin à ce déploiement des universités. C'est ça, ce système, il est profondément inégalitaire et les révolutionnaires, ils aiment pas ça, un truc de bourgeois dans lequel on ne va que si on fait partie de bonnes familles. On coupe pas seulement des têtes à l'époque, on décide de couper tout simplement le système universitaire qui est vu comme inégalitaire
et bien surtout qui ne permet pas à toutes et tous d'y accéder. Il reste bien quelques écoles qui apparaissent, notamment l'école polytechnique, ou en tout cas son ancêtre, mais on est au stade de balbutiement, et les révolutionnaires, avec l'enseignement supérieur, ils savent pas trop y faire. Faut attendre en fait 1808 et Napoléon pour arriver à un système de création d'universités qui ressemble un peu à ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est les universités qui dépendent de l'État. On compte 4 facultés de théologie, 6 facultés de médecine, 12 facultés de droit et 27 facs de sciences. Mais il faut attendre véritablement la fin du 19e siècle, avec l'arrivée de la scientifisation de la société, le savoir scientifique qui est placé sur un piédestal, pour arriver à un déploiement plus massif des universités. Et pour en venir donc, à Parcoursup, comment se passaient les admissions à partir du XXe siècle? Eh ben on le voit, hein, Henri Poincaré arrive et démocratise un petit peu le système universitaire. Mai 68 donne un second élan pour permettre une démocratisation de l'enseignement supérieur. Jusque dans les années 80, il faut faire ces petits courriers à la main à toutes les universités qu'on a envie d'intégrer. Et puis arrivent les années 80, 87 pour être exact, et la création d'une plateforme, le recensement automatisé des vœux des élèves. Ça s'appelle Ravel. C'est à l'époque sur le Minitel. Il faut aller voir parfois son CPE, parfois chef d'établissement, parfois se débrouiller tout seul. 3614 code Ravel, et on peut s'inscrire dans les différentes universités. À partir de 2004, on passe sur Internet, et puis 2009 voit l'apparition d'APB et sa généralisation. Alors APB, ça veut dire admission post-bac, donc c'est une plateforme contestée, c'est ça, au fil des ans? C'est ça, 2009, c'est l'arrivée d'admission post-bac sur Internet. D'abord, dès 2008 pour les élèves de classe préparatoire, notamment scientifiques. Et puis, ça se généralise petit à petit. 10 ans, c'est la durée de vie d'APB qui va être très vertement contestée, à juste titre, plus ou moins. 2017, arrivé au pouvoir d'Emmanuel Macron, on a cette plateforme APB qui est accusée par Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, de tous les maux. Elle est inégalitaire, opaque, elle fait un tirage au sort des étudiants, bref, elle est vertement critiquée, pour voir apparaître finalement la loi ORE, dont je parlais tout à l'heure, orientation et réussite des étudiants. Et puis, ça va signer l'arrêt de mort d'APB au profit de ce sacro-saint Parcoursup. Parcoursup, aujourd'hui, qui est en constante amélioration, qui est encore un petit peu critiqué. Et pour la petite anecdote, on parlait du tirage au sort sur APB. Des chiffres du Conseil d'État qui a enquêté sur tout ça montrent qu'en fait, sur les 800 000 élèves qui intégraient l'enseignement supérieur en 2017, ce tirage au sort n'avait concerné que 1000 élèves. Cette révolution dont on parlait en 1789, qui visait à couper des têtes, elle a toujours été présente en 2017 et on a coupé la tête d'APB. Merci beaucoup Guillaume pour toutes ces infos. Allez, c'est l'heure de retrouver l'invité de la semaine de Malika Ménard dans Souvenirs d'écoliers. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écoliers. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi cette semaine, Florent Motte. Bonjour Florent. Bonjour Malika. Ça va? Très bien, merci. Alors vous êtes chanteur, on vous a vu dans Mozart, l'opéra rock, dans La légende du roi Arthur. Oui. Et vous avez sorti aussi 2 albums en solo. Oui. Et depuis 2022, vous êtes lancé dans une nouvelle aventure, celle de Billy Romance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Ouais, Billy Romance, c'est un pseudonyme que je me suis donné et qui a finalement créé sur la création d'un personnage de bande dessinée, parce que j'ai rencontré une artiste chinoise qui dessine et elle a commencé à me faire des visuels pendant que moi je commençais à faire... Elle l'a créé depuis ton personnage. Exactement. C'est pas l'inverse. Non, elle l'a créé depuis mon personnage. Et moi j'ai commencé à créer une histoire en parallèle dans mes clips, etc. Et un jour, un peu en plaisantant comme ça, je me suis dit que je devrais essayer d'en faire une bande dessinée. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Parce que l'histoire, je ne pouvais pas la raconter comme je voulais dans les clips, parce qu'un clip c'est 3 minutes, ça doit aller vite, c'est de la musique. Il y a des clips quand même. Bien sûr qu'il y a des clips, oui. Mais tout ce que je ne peux pas raconter dans les clips, je la raconte dans une bande dessinée, dans un comic book. Donc on se procure les deux en même temps, le CD et la bande dessinée. On écoute la musique et on lit la bande dessinée. En même temps. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres projets en parallèle en plus pour l'instant, dans l'avenir? Ce projet-là me prend beaucoup de temps, professionnellement. Ouais. Donc je vais faire pas mal de concerts. Je suis invité dans des conventions, notamment de fans de manga, de pop culture, de comics. Donc c'est tout nouveau pour toi? Ouais, c'est tout nouveau. Ouais. C'est un nouvel univers, mais qui me va bien, parce que notamment dans ces conventions, je me rends compte qu'il y a plein de gens qui viennent qui me connaissent de la comédie musicale et qui font ce qu'on appelle du cosplay, qui se déguisent, qui se maquillent comme leurs personnages préférés. Ok.
Et donc j'ai plein de Salieri qui viennent me voir, plein de Roi Arthur. Et donc récemment, j'ai eu plein de Billy Romance qui sont venus me voir. On va arrêter les projections dans le futur, on va revenir dans le passé. Donc tu as grandi à Argenteuil? À côté d'Argenteuil, dans une ville qui s'appelle Montigny-les-Cormeilles. Oh, je connais pas. Pas très loin. C'était comment ton enfance là-bas? C'était très bien. L'Île-de-France, c'est une très jolie région. Ouais. C'est sur les bords de Seine. Et c'était encore à l'époque où, ça se fait moins aujourd'hui, mais où on jouait dans la rue. Okay. Nos parents nous appelaient de loin, on nous disait vous rentrez avant la nuit. T'avais des frères et sœurs? Ouais, j'avais un grand frère. Il était la relation Ouais, très bien, très bien. L'adolescence, c'était plus compliqué, mais enfant, on jouait beaucoup ensemble. Et puis, redevenu adulte, on est redevenus très copains, ouais. L'école, le collège, c'est des bons souvenirs pour toi? L'école, c'est des excellents souvenirs. L'école primaire. J'ai détesté le collège. Pourquoi? Parce que c'est un âge difficile, l'adolescence. En tout cas, moi, je l'ai vécu de façon assez difficile. Voilà, j'ai pas aimé ces années-là. Mais par rapport aux autres ou juste par rapport à toi-même? Je pense que c'est un ensemble. Moi, j'étais pas très bien dans ma peau à cette époque-là. Et la socialisation, voilà, on est un peu plus livré à nous-mêmes, ensemble. T'avais pas d'amis? Si, j'avais des copains, mais j'étais pas bien dans ma peau. Je pense que l'enfance me manquait aussi. J'avais pas vraiment envie de grandir. Ce qui m'arrive encore aujourd'hui. Ça nous arrive toute la vie. Bah ouais, un petit peu. Mais aujourd'hui, je peux faire quelque chose, alors qu'adolescent, on est un peu obligé de suivre le train. Et t'étais bon élève? De la même façon, en école primaire, oui. Collège, ça a été un peu plus compliqué. C'est mes années de rébellion. T'étais un élève rebelle? J'étais un enfant un peu rebelle, ouais. J'ai eu ce qu'on appelle la crise d'adolescence. T'étais insolent? Non, j'ai jamais été insolent. Enfin, j'ai peut-être été quand même de temps en temps insolent. Mais t'étais sérieux? Je suis pas sûr que c'était dans ma personnalité d'être insolent. J'étais, je pense, très rêveur, mais j'imagine assez renfermé sur moi-même. Et t'avais des bonnes notes? Ouais, j'avais des bonnes notes. Même au collège, quand tu fais pas ça? J'aurais pu faire mieux, comme on dit. T'avais quoi? J'avais souvent cette appréciation un peu plus grande. Peut mieux faire, ouais. A des capacités, mais s'en sert pas. Mais t'avais la moyenne, quoi. Ouais, j'avais la moyenne. Un peu plus? Ouais, un petit peu plus. Juste ce qu'il fallait. Alors qu'enfant, à l'école primaire, j'étais plutôt... je faisais partie des meilleurs. Donc l'école primaire, tout va bien. J'ai adoré. Arrivé au collège? Tout va mal. Non, pas tout va mal. Tu te cherches, en fait. Peut-être que tu es aussi, finalement, plus connecté à qui tu es et perturbé, quoi. Bah, un petit peu moins connecté, justement. Je pense qu'on devient une autre personne quand on arrive à grandis. Oui, mais justement, ça veut dire que tu as connaissance du... C'est ça que je voulais dire, c'est que tu as conscience du changement qui est en train de s'opérer, quoi. Ouais, tu as conscience du changement, mais tu sais pas tellement quoi en faire. Ni comment faire. Il n'y a pas de... on a peu de notices d'utilisation de l'adolescent qu'on devient. Oui, très sensible. Est-ce qu'au lycée, ça s'améliore? Au lycée, ça s'améliorait un petit peu, ouais. Au lycée, ça s'améliorait. Le bac? Si, ça allait mieux, ouais, le bac, ouais. Mais là, j'étais un peu moins bon à l'école. Ah. T'as eu le bac du premier coup? Ouais. Bon, ça va, alors. J'ai redoublé ma seconde. T'as redoublé en... Ah bah, arrivé au lycée, en fait. Exactement, ouais. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Florent Mott pour la suite de Souvenirs d'écoliers. Merci Malika et à demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Camille, encore une fois, vous avez signé une tribune, Academia a signé une tribune avec quelqu'un qu'on connaît bien ici dans l'école du futur, Sveznia Busson, pour European Tech Alliance, pour dire qu'à un moment où beaucoup d'établissements d'enseignement supérieur et d'institutions aussi, on l'a vu avec la ville de New York début janvier, prennent la décision d'interdire l'utilisation de ChatGPT dans leurs amphis ou dans leurs écoles, vous dites... Finalement, il faut peut-être essayer de réfléchir. Attendons, on ne veut pas non plus un moratoire sur l'utilisation d'un tel outil, mais peut-être que le monde de l'éducation ferait bien d'abord d'apprendre un petit peu plus de ces outils-là. Oui, bien sûr. Surtout, ce qu'on pense, qu'on croit fondamentalement, et avec Sveznia également, et je crois à beaucoup de monde, c'est que ChatGPT est dans la continuité de ce à quoi on assiste, le tsunami numérique dont parle souvent Manuel Davydenkoff, par exemple. En fait, on a les anti-sèches,
déjà, ça a toujours existé. Ouais. On a la calculatrice, il a fallu... Bon, c'est pas parce qu'on a la calculatrice qu'on a arrêté d'apprendre à calculer, simplement on l'a fait différemment. Ensuite, on a eu Wikipédia, on a Google, maintenant on a l'intelligence artificielle. Il faut évidemment vivre avec, se fermer de ça, c'est se couper du monde, mais on ne peut pas apprendre à nos enfants, les faire grandir en étant coupés du monde. Par contre, c'est un outil. Et c'est rien de plus ni de moins qu'un outil. Il faut en faire le bon usage, comme de tout type d'outils. Et ça, par contre, ça nous challenge énormément. Ça nous apprend. Ça doit apprendre aussi aux élèves à travailler différemment et aux enseignants, bien sûr, à apprendre et à faire cours complètement différemment. C'est sur ça qu'il faut qu'on réfléchisse. Marie-Jeanne, justement, vous faites partie du collectif qui a lancé cette pétition pour une vraie place des littératures en langue régionale dans les programmes scolaires. Justement, quelle est la place de la littérature des langues régionales dans l'enseignement ? Et je remercie Paul Molac qui a été dès le début membre de ce collectif. Eh bien, parce que je suis au départ professeur de littérature, quand j'étais professeur de littérature en lycée, je mettais dans mes programmes des littératures occitanes traduites en français, avec à côté le texte occitan. Et ça me permettait, dans le lycée de Nîmes où j'étais, ça me permettait de montrer aux gamins qu'à côté des textes traduits de l'anglais, Shakespeare ou de l'espagnol, Lorca, il y avait des textes traduits de l'occitan. Et en faisant intervenir des écrivains occitans dans mes classes de français, j'ouvrais l'occitan à des élèves qui n'étaient pas forcément élèves d'occitan. Donc c'est un petit peu l'idée, ça, c'est de présenter en France à tous les gamins, le fait qu'il existe des littératures très riches dans nos langues et de montrer à un breton qu'il existe un Frédéric Mistral à un côté occitan, qu'il existe à un occitan, qu'il existe Tanguy Mallemanche en breton, qu'il existe Carpalin Marimoutou à La Réunion, etc. Autrement dit, de s'adresser à la France tout entière et de montrer que la France, elle est riche de sa diversité linguistique et culturelle. C'est un petit peu l'idée, si vous voulez. Proposer cela et que ces textes insuffisamment connus soient connus partout. Après, les programmes, il y a une partie de liberté des collègues. Le collègue prend ou ne prend pas. Mais au moins, si les programmes lui disent « vous pouvez associer à vos cours de littérature française des textes traduits de littérature en langue régionale ou de littérature européenne, comme c'est le cas actuellement, eh bien, on ouvre la connaissance de nos cultures à un public plus large. C'est vrai quand on vous lit qu'il y a une alternance dans les noms dont on parle, dans « Faut savoir dire non ». Oui. Il y a presque une respiration comme un tempo. Il y a des mouvements rapides, des mouvements lents. Bien sûr. Et après un nom un peu dur, lié par exemple à une agression sexuelle. Après, il y a un non, j'aime pas les carottes. Voilà. Tout comme souvent, il y a des mouvements lents, après des mouvements rapides, ou des moments exactement. Mais ça, parce que si on est tout le temps en train de... C'est lié à la capacité de perception des autres. Quand on prend un choc parce qu'il y a tout d'un coup une espèce d'explosion de l'orchestre, ou bien parce que tout d'un coup, il y a un mot fort, une idée forte qui vient... Et là, il faut la laisser, il faut l'amener. Après, on respire un petit peu parce qu'il faut qu'on puisse d'ailleurs avoir le temps de la digérer, avant de passer à l'ingérer. Ouais. Et tout ça fonctionne aussi sur le contraste, sur la notion de contraste, ce qui est le cas de votre dessin, qui est entre autres... c'est ce qu'on appelle de la ligne claire, c'est ça ? Oui. Voilà, c'est ça, dont j'ai appris qu'elle était foncée. Vous saviez ça, vous ? Non. J'ai révisé, moi. Mais qu'en fait, ça décrivait le fait que les différents aplats de couleurs... Oui, il y a un dessin. Il y a un dessin, voilà. Il y a avant tout un dessin. Et alors, ma particularité que tout le monde a repérée, c'est que mes enfants sont toujours de profil. Oui, et ils ont une trompette. Il y a deux raisons à ça. Oui, il y a deux raisons à ça. Mon amour pour immodéré pour l'Égypte, qui a été pour moi la révélation de ce qui est beau en art. Mon Dieu, mais j'étais en 6e. Mais alors, c'était vraiment la merveille totale. Et surtout, le dessin, c'est de l'écriture. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un trait qui se développe. Donc il faut faire attention justement à la fiabilité des outils qu'on met sur le marché. Oui. Oui, non, mais je pense que ces outils peuvent être utiles parce qu'ils peuvent pointer dans des directions et puis ils peuvent aussi permettre de repérer de caractériser la banalité, pour ainsi dire. Mm-hmm. Par exemple, moi, je peux vous dire un texte standard de ChatGPT, ça fait 5 paragraphes. Le premier, c'est l'introduction. Le dernier, c'est la conclusion qui récapitule. Les 3 paragraphes du milieu apportent des éléments à la thèse centrale qui a été énoncée dans l'introduction. Chaque paragraphe, c'est 5 phrases. La première phrase donne l'élément. Les 3 phrases suivantes donnent chacune un exemple. Et la dernière phrase du paragraphe résume le paragraphe. Ça, c'est la structure standard qu'aux États-Unis, on apprend au collège quand on rédige une rédaction, quand on fait une rédaction.
Et c'est cette structure qui est prise par défaut par ChatGPT. Donc ça, quand on a 30 copies et qu'il y en a 10 qui sont comme ça, les exemples peuvent être différents, mais on voit bien la similarité. Donc actuellement, au jour d'aujourd'hui, avec un peu d'entraînement, c'est facile de voir ce format type. Mais bien évidemment, ChatGPT et les autres outils conversationnels vont évoluer pour apporter plus de diversité. Actuellement, ça donne d'ailleurs un exercice qui peut être, à mon avis, très intéressant en français, c'est de demander aux élèves de comparer un premier chapitre de livre de la littérature avec un début d'histoire de ChatGPT qui parlerait de la même chose. Regardez la première phrase. Et vous pouvez voir que nos grands écrivains, ils ont des premières phrases originales, percutantes, qui donnent envie de voir la suite. Alors que ChatGPT, c'est une phrase qui informe, mais qui est banale. Vraiment pas intéressante, qui ne donne pas envie. Et ça peut permettre de réfléchir à qu'est-ce qui fait la qualité d'une écriture, d'un texte. Qu'est-ce que c'est qu'un style original, le style d'un écrivain. Donc ça aussi, ça fait partie des éléments par lesquels on peut utiliser ChatGPT. Alors Yann Huguin, justement, vous vous sentez mal connu, mal aimé ? Mal connu, mal aimé, disons que, comment dire, le réseau D1, en fait, quand on veut se développer, on vient créer une nouvelle école au sein de communes où il y a déjà souvent la filière privée catholique et publique. Donc, comment dire, pendant plusieurs années, c'était toujours un peu la négociation, en tout cas la lutte pour réussir à créer ces écoles. On voit de plus en plus de l'acceptation et c'est vrai qu'ils y voient une richesse en termes d'offres scolaires, on va dire. Et également aussi en termes d'animation de communes, parce que la plupart du temps, les écoles D1, comme je disais, sont associatifs et nécessitent finalement de l'autofinancement et font de l'animation souvent autour des communes. Et c'est vrai que plusieurs événements sur la Bretagne sont liés aux écoles D1. On pourrait presque dire que beaucoup d'écoles D1, par exemple, participent au Vieille Charrue, qui est un grand festival à Carré, au centre Bretagne, mais on pourrait parler d'autres événements. Donc c'est une richesse en termes d'animation. Donc je dirais ce frein-là est pas évident, mais comment dire, on essaye de lever petit à petit. Et d'un autre côté, ce qui nous rassure, et c'est vrai que c'est un argument assez fort, c'est qu'il y a eu en 2018 une étude lancée par la région sur les langues régionales, parce qu'en Bretagne, on a certes le breton, mais on a aussi le gallo. Et donc, c'était une étude sociolinguistique pour savoir quelle était la perception des Bretons. Et ce qui nous rassurait, en tout cas, ce qui nous avait étonné, c'est qu'il y a une forte demande pour l'enseignement bilingue, on va dire public, privé ou D1. Donc, c'est vrai qu'on arrive maintenant vers les communes en leur disant, regardez, la demande et par rapport à l'offre, qui est moins présente, on est capable de vous accompagner pour finalement répondre à quelque sorte à la demande. Et donc c'est la démarche qu'on fait avec, je vais vous dire, sur le territoire breton, une démarche où on souhaite passer, actuellement on est à 20 000 enfants en filière bilingue, enfin toute filière confondue, et on souhaite à l'horizon 2026 passer à 30 000, donc une augmentation de plus de 30% de l'effectif, donc ce qui nécessite un effort et surtout un accompagnement de tous. Parce qu'on faisait moins de TikTok ces derniers temps. Mais là, depuis quelques jours... On s'est calmé sur les réseaux sociaux, maintenant on y retourne. Y retourne. Et là, depuis quelques jours, j'arrête pas de tomber sur les vidéos de Philippine Delair. Alors, elle est humoriste et son créneau à elle, c'est d'inventer des dialogues entre mamans. Et le thème, à chaque fois, c'est le même. Vous savez, c'est ces mamans qui essayent de prouver que leur enfant est un petit Einstein à peine 2 ans et demi. C'est exquis et surtout criant de vérité. Donc, on en regarde une. Allez. Alors, comme on est en février, saison du ski, les mamans des petits Einstein sont à Courchevel. Voyons. Oh bonjour, je ne savais pas que vous étiez aussi à Courche. Si, on a notre résidence septénaire ici, génial. Et vous venez de déposer Noé aux premières étoiles? Non, nous cette année, les étoiles, les marmottes, les bouquetins, c'est derrière nous. Non, nous cette année, Noé passe son test technique pour devenir moniteur. Waouh, il n'est pas trop stressé? Ah non, c'est juste un slalom géant où il doit réaliser un temps inférieur au temps de base d'un ouvreur professionnel majoré de 20%. C'est une formalité. Je vois très bien, on l'avait proposé à Oscar comme il a été diagnostiqué HPI. Lui aussi est haut potentiel intellectuel? Mais pas que. HPI, hyper parabolique intérieur, c'est-à-dire qu'en ski, il est capable de prendre des virages avec des angles très aigus, ce qui est très rare chez un enfant de 7 ans. Et ça doit lui être vraiment très utile. Surtout pour les JO d'hiver. Ah, il va faire les JO de Milan? Alors, s'il veut y participer, il y participera, mais nous, on ne le force pas. En plus, ça va tomber pile l'année du concours pour Polytechnique, donc il choisira ce qu'il veut. Et oui. Au revoir. Excellent.
ces petites. Je l'adore. Et puis Philippine Delair, on en a plein comme ça. On va continuer alors. C'est super. Voilà pour le Zap, c'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Canal 247 sur les Freebox pour voir et revoir les émissions. SchoolTV.com également. Aujourd'hui, merci à toute l'équipe. À la réalisation, c'est Romain Luc. Au son, c'est Héloïse Merlin. Au make-up, c'est Sophie Coulon. Et bien sûr, à la rédaction, comme toujours, Emma Guessel et Agathe Delannoy. Très bonne soirée à tous. Ciao.